bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous pour dialoguer avec vous et vous dire ce que moi je vois de mon point de vue, de là où je suis. Je le dirai avec enthousiasme, même si c'est un point de vue, j'essaye que ce soit une analyse rationnelle. Je le ferai en 5 points. Le médecin et l'aide à la conception, le médecin et le désir d'enfant, le médecin et l'arbre généalogique, le médecin et l'écologie humaine, et le médecin et la foi en Dieu. Ah, j'ai prévu d'avoir un chronomètre, mais il s'est éteint. Voilà, je serai bref. Le médecin et l'aide à la conception. Eh bien, il y a 2 approches de l'aide à la conception. Il y en a 2. Il y a la restauration et le remplacement. Soit on restaure la fertilité malade, soit on la remplace. Et on a restauré la fertilité pendant des dizaines d'années, jusqu'au jour où a été inventée la fécondation in vitro, et on s'est dit, plutôt que de restaurer, on va remplacer. Comme dans le fond c'est difficile, réparer, eh bien on va tout simplement faire tout ça au laboratoire, et on replacera le bébé dans le ventre de la maman. Et puis, des chercheurs américains ont continué, et pendant 20 ans, nous avions oublié la restauration, et la restauration revient en Europe depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle la naprotechnologie en particulier, et actuellement, on entre dans une nouvelle ère de la médecine qui restaure la fertilité, de manière à ce que le couple transmette la vie de lui-même. Parce qu'on le comprend bien, transmettre la vie, c'est quelque chose qu'on fait à 2, et c'est une fonction de la personne, c'est pas une fonction biologique. Hein, on peut remplacer le cœur par une pompe en plastique, ça ne nous empêche pas d'aimer, n'est-ce pas? Parce que c'est biologique, la pompe. Tandis que transmettre la vie, c'est profondément humain, d'où l'enthousiasme pour restaurer la fertilité. Donc la première chose qui est, on pourrait dire nouvelle, c'est le renouveau avec de grosses avancées pendant ces 20 ans de recherche. Ces gens maintenant proposent une médecine beaucoup plus efficace qu'il y a 20 ans, aussi efficace que la médecine de remplacement, mais c'est une médecine de restauration. Au contraire, la médecine de remplacement ne rend pas le couple fertile, mais remplace sa fertilité par la médecine. Donc l'enfant sera conçu donc en laboratoire, hein, par la fécondation in vitro, ou bien, etc. Donc, en somme, le médecin face à la conception a maintenant 2 options, soit restaurer, soit remplacer. Et ces 2 options sont bien entendu pas équivalentes pour ce qui est de ce qui se passe. Le deuxième point que je souhaitais aborder, c'était le désir d'enfant et la médecine. Donc, vous êtes médecin ou assistant social ou infirmière ou sage-femme, et vous recevez un couple en détresse. Évidemment, la détresse face à cet enfant qui ne vient pas est tellement brûlante que le couple que vous avez en face de vous est dans un état de quasiment violence. C'est un désir violent, un désir qui les mange complètement. Et la première chose, évidemment, face à ce désir, c'est de l'accueillir, et il faudra l'accueillir pendant des années, ce désir inassouvi, évidemment. Mais il va falloir aussi le rôle du médecin, de l'agent social ou de l'agent médical, qui que ce soit, ce sera de faire muter le désir, de faire progresser ce désir, que ce désir d'avoir se transforme progressivement en un désir d'accueillir l'enfant, de le protéger, de le promouvoir. Et donc le rôle du soignant est là d'accompagner le couple dans cette progression, de ce désir pour moi à un désir pour lui. Et dans le fond, ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que ce n'est pas vrai que pour les couples qui désirent concevoir. Nous n'avons pas eu de difficulté pour concevoir. Eh bien, nous avons eu, et nous l'avons sans doute pas fait assez, mais nous avons eu à muter notre désir, du désir d'avoir un enfant pour moi, à avoir un désir d'enfant pour lui. Et je crois que c'est toute la vie. Toute la vie, même face à notre enfant jeune adulte, on doit encore faire muter ce désir de mon enfant à ce désir de l'enfant pour lui. Et dans le fond, mon conjoint, c'est un peu pareil. Est-ce que c'est le désir de mon conjoint pour moi ou le désir de mon conjoint pour lui, hein? Et donc, le médecin ne peut pas être juste un agent biologique.
le médecin. Vous m'excuserez, mais quand je dis médecin, pour moi, ça englobe nos professions de santé et sociale. Mais comme je le fais en tant que médecin, je dirais mon médecin, ça m'est plus naturel. Hein, d'accord ? Donc moi, en tant que médecin, mon rôle est d'accompagner la personne dans l'épanouissement de son désir, pour une humanisation de son désir. Le troisième petit point, c'est l'arbre généalogique. Si vous voulez, on a le vieux mot de matrice pour l'utérus. Hein, l'utérus de la maman, c'est la matrice pour le bébé. Eh bien, l'utérus est sans doute la matrice biologique du bébé, mais on le sent bien, c'est la maman qui, pendant la grossesse, est la vraie matrice de cet enfant qui grandit. Et même le couple sont la matrice de cet enfant, de cette grossesse qui vient, là, cet enfant qui se prépare dans nos têtes. Eh bien, l'arbre généalogique, c'est la matrice de chacun d'entre nous. Notre arbre généalogique, c'est-à-dire notre famille, qui parfois nous fait mal parce qu'elle est toute cassée, on a mal à nos arbres, comme nos forêts ont mal des agressions écologiques. De la même manière que nos forêts souffrent de notre attitude destructeur, eh bien nos arbres familiaux souffrent. Oui, mais c'est notre matrice, c'est-à-dire que cet arbre généalogique, et c'est là où chaque personne peut naître, enfin être attendue, naître, grandir et vieillir, n'est-ce pas ? Et le médecin, face à tout ça, quand il soigne un patient, quand nous recevons un patient, nous ne recevons pas un patient individu, nous recevons un patient et nous commençons à essayer de comprendre, est-ce que vous êtes marié, vous avez des enfants, ah, peut-être vous avez encore vos vieux parents, ah bon ? Et en fait, on soigne une personne dans un arbre généalogique. Et donc, il est extrêmement important de se rendre compte que nous sommes dans une éthique qui n'est pas une éthique de l'individu, mais une éthique de la communion. L'éthique de notre société est une éthique de communion. Je passe devant la mairie, moi personnellement, tous les matins, et je vois liberté, égalité, fraternité. Regardez bien, liberté peut être vue comme une éthique de l'individu. Liberté, c'est je veux être libre apparemment, comme ça. Égalité, c'est encore l'individu, mais fraternité, c'est une éthique de communion. L'éthique qui fonde notre société est une éthique de communion, c'est-à-dire de solidarité. Quand je paye mon assurance à une mutuelle, qu'est-ce que je veux dire ? Je participe, comme d'autres, à de l'argent qui va servir à soigner qui que ce soit. Par exemple, nous, couples de 60 ans, nous ne risquons pas, nous n'avons pas le risque de la grossesse. Hein, et nous donnons quand même de l'argent qui va servir à faire vivre les maternités. En effet, c'est une éthique de solidarité. Et donc, quand la médecine, dans son organisation actuelle, la médecine est totalement orientée dans un cadre de fraternité. Et donc, c'est très très important parce que la conception d'un enfant, dans tout ce qui est le lien, personnellement, je ne pense pas que ma communication se limite à l'enfance et à la conjugalité et l'enfant. Eh bien, toute notre pensée, mais toute notre action médicale est tournée dans une éthique de communion, c'est-à-dire de solidarité. Et il s'agit de solidarité et de fraternité. Si bien que je veux venir à l'écologie humaine et la médecine. En effet, donc, comme je vous l'exprimais il y a un instant, le médecin n'est pas un médecin de l'individu, il est un médecin d'un individu, être de relation. C'est-à-dire que le tissu humain, regardez, je suis sûr que la plupart d'entre nous connaissons plusieurs personnes dans cette salle. Moi, je connais au moins 30 personnes dans cette salle. Car nous sommes des êtres de relation. Et c'est ce qui nous fait vivre. Nous ne sommes pas des schtroumpfs qui sommes arrivés là, tous bleus, pareil. Non, nous sommes des êtres de relation, de fraternité. Et si nous sommes venus, malgré notre désir de rester au chaud, c'est parce que nous voulons vivre cette fraternité. Et c'est ensemble. Nous sommes donc, en somme, nous sommes dans une situation d'alliance, de fraternité. Et c'est dans l'alliance, c'est dans cette alliance que naît l'enfant. Biologiquement, dans l'alliance entre les hommes et les femmes, dans le couple, le mariage,
trouve sa place la filiation. Donc en fait, il y a au cœur de notre société le lien entre alliance et filiation. La filiation est née dans l'alliance. C'est-à-dire que les enfants de mon fils et de sa femme, j'en suis le grand-père. Mais le papa de la femme de mon fils est aussi grand-père. Et donc en fait, il y a un lien total entre l'alliance, entre leur famille et la mienne, et la filiation des enfants. Et donc ce dont il est question ici, pour moi, c'est du lien entre alliance et filiation. Le deuxième point d'écologie humaine, c'est la masculinité et la féminité. Quand nous soignons quelqu'un qui est un homme, nous nous interrogeons très vite de savoir s'il aura autour de lui une femme pour le prendre en charge quand il rentrera chez lui. Et inversement, si nous soignons une femme, je pense à une femme précise que je soignais pour un cancer du sein, et ma question était très vite de savoir si elle avait un homme pour veiller sur elle. Donc en somme, la masculinité et la féminité sont des richesses qui sont placées au sein de l'arbre généalogique et qui ne sont pas du tout équivalents. Nous sommes complémentaires. Et donc les personnes que nous soignons sont donc dans une situation d'alliance, dans une chaîne de filiation. Vous savez sans doute la difficulté que nous avons quand nous recevons quelqu'un qui n'a plus ni père ni mère. C'est terrible. On est obligé de les garder longtemps à l'hôpital. Ils n'ont plus personne, plus de filiation, plus d'alliance, plus rien du tout. Non, ce n'est pas du tout le cas, bien heureusement. Et donc il est très important, pour moi il y aura une mutation totale dans la prise en charge des gens, sur le plan du soin, si on rompait l'arbre généalogique. Or, qu'est-ce qui est le nœud de l'arbre généalogique? C'est le mariage. On ne peut pas avoir comme nœud de l'arbre généalogique l'affection. Ce n'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus solide. Pour tenir un arbre généalogique, il faut carrément le mariage. Il n'y a pas d'autre issue. Et le mariage entre un homme et une femme, car masculinité et féminité trouvent leur place toute naturelle pour transmettre la vie. Donc le lien entre masculinité, féminité, alliance et filiation sont tout simplement unis dans la société comme dans un atome les neutrons et les protons. Et vous savez ce qui se passe si on rompt les neutrons et les protons, c'est la bombe atomique. Et la bombe atomique dans la société, c'est ennuyeux. Donc je ne pense pas que la médecine pourra ne pas complètement se structurer si les gens deviennent des individus. La médecine va être obligée de totalement changer la prise en charge. Les assurances vont être obligées de totalement muter. C'est une réforme dont les gens ne se rendent même pas compte. Ça sera des individus, pensez des petits schtroumpfs qui arrivent à l'hôpital, mais c'est terrible. Hein, c'est terrible. J'en arrive à la foi en Dieu et la médecine. Quand nous prenons en charge un patient, nous prenons en charge dans plus de 7 fois sur 10 un croyant. Est-ce que vous voyez pourquoi je le dis? Au moins 7 personnes sur 10. Moi, j'ai pensé aux couples, nous recevons surtout des couples maintenant. Je n'ai plus de pratique médicale active sur le terrain, je suis plutôt un homme de la prévention. Et donc, quand on reçoit des gens, 7 fois sur 10, ils ont une foi en Dieu à l'hôpital. Plus de 7 fois sur 10. La foi en Dieu est soit une foi en Dieu créateur, que nous avons en commun avec nos frères musulmans ou juifs ou d'autres religions, c'est une foi en Dieu créateur, et immédiatement mon épouse travaille dans un climat turc, elle me le dit pratiquement tous les soirs, la foi en Dieu colore totalement la réaction des soignés dans le choix du traitement. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens disent « Eh bien, moi j'accueille les choses telles qu'elles sont, parce que les choses telles qu'elles sont créées par Dieu. » Et pourtant, ces personnes ne sont pas catholiques, comme beaucoup de personnes ici. Elles sont d'une autre culture, mais elles sont très solides sur le fait que le réel, c'est-à-dire la famille, est créée par Dieu. Pour les chrétiens, de quoi s'agit-il?
Eh bien, c'est quelque chose de très riche et qui est totalement lié à notre débat. En effet, pour les chrétiens, Dieu Trinité, Dieu d'alliance, de complémentarité entre le Père et le Fils, comme la femme et l'homme sont complémentaires. Donc cette complémentarité des trois personnes de la Trinité qui forment alliance, transmettent la vie. C'est ça l'image des chrétiens. L'alliance trinitaire d'où jaillit la vie. Et pour les chrétiens, eh bien, l'arbre généalogique tel qu'il est, alliance qui transmet la vie, est tout simplement l'image de Dieu. Donc la famille est image de Dieu, le couple est image de Dieu, car il est alliance qui transmet la vie. Donc quand on soigne des gens qui sont croyants, eh bien, il est évident que tout cela est essentiel et pour eux déborde tout le reste. Pour terminer, je vous donne un exemple. Je me rappelle d'un patient précis. Je viens le voir, je lui dis, écoutez, on a quasiment épuisé tout ce qu'on avait comme traitement un peu fort. Ça va être, on va faire quelque chose maintenant, mais c'est beaucoup plus difficile. Il me dit, écoutez, ça va, vous fatiguez pas. Est-ce que ce serait possible qu'on s'organise pour que j'ai au moins 3 semaines chez moi? Le reste, ça ne me fait rien. Pendant ces 3 semaines, je vais m'occuper un peu de ma famille et de mon usine. Comme ça, quand je partirai, ils ne fermeront pas l'usine et ma famille ne sera pas en total désarroi. En somme, le soin, la chimiothérapie choisie, était adaptée à son sens de l'alliance et de la filiation. Vous voyez? Donc il y a une totale... ce qu'on débat en ce moment, le mariage, la transition de la vie, c'est vraiment, il me semble, quelque chose qui est au cœur de la relation médecin-malade, la relation soignant-malade, et donc qui est de la plus haute importance, c'est ce que je voulais vous dire. Voilà, je vous remercie.